Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, au nom de la délégation du Conseil d'État, je vous souhaite la bienvenue à ce point presse pour un moment certainement charnière de cette crise sanitaire. Hier, nous avons pris connaissance, comme vous toutes et tous très certainement, des décisions du Conseil fédéral relatives à la stratégie de déconfinement. Le Conseil d'État en a débattu ce matin lors d'une séance. Comme vous pouvez bien l'imaginer, nous n'allons pas cet après-midi vous donner de manière détaillée des informations sur la manière d'appliquer ces décisions pour notre canton. Pour cela, nous avons besoin encore d'un peu de temps de réflexion. Nous nous sommes évidemment attelés depuis hier après-midi, mais pas seulement. Sortir coordonné de la crise, aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire, ce sont les mots de Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Fribourg, pour sa part, a besoin de précision pour agir et il souhaite le faire avec la rapidité nécessaire. Nous attendons donc des informations de la part du Conseil fédéral qui sont essentielles pour que nous puissions prendre les bonnes mesures. Nous reviendrons par la suite avec mes collègues sur quelques thématiques spécifiques. Je souhaite tout d'abord insister sur le fait que jusqu'au 27 avril, rien ne change. Je relève que l'application du principe de réunion à un maximum de 5 personnes continue à être appliquée et ce sans qu'un délai n'ait été donné par le Conseil fédéral pour que cela change. Les règles d'hygiène et de distance doivent également scrupuleusement être respectées. Das Virus ist noch da und insbesondere für die gefährdeten Personen bleibt es eine tödliche Bedrohung. Sie müssen sich so gründlich schützen wie bisher und alle unnötigen Kontakte vermeiden. Für diese Personen ist eine Normalisierung noch lange nicht in Sicht. Vielleicht erst, wenn es einen Impfstoff gibt. J'en viens maintenant aux thématiques relatives à la santé et au social. La question qui nous occupe depuis quelque temps est celle de la stratégie de test pour laquelle nous sommes en train de finaliser une variante sur laquelle le Conseil d'État va se prononcer tout prochainement. L'objectif est d'étendre les tests à un nombre beaucoup plus important de personnes, soit aux personnes qui présentent des symptômes. En parallèle, nous réfléchissons aussi depuis un certain temps à la question du tracing, c'est-à-dire les enquêtes de proximité qui devront à nouveau être réalisées lorsque le nombre de nouveaux cas aura diminué de manière conséquente. La question des masques est également une question centrale, mais pour laquelle il nous manque encore des informations. Nous ne pouvons pas à ce stade dire comment nous allons procéder, qui va les recevoir et à quel prix. Le canton dispose aujourd'hui de la quantité de masques nécessaires pour les professionnels de la santé. Pour une utilisation plus large, le Conseil d'État attend une stratégie plus précise de la Confédération. Il s'agira, notamment avec les différentes branches, de trouver des solutions acceptables. Nous espérons que ces informations nous parviendront aussi rapidement que possible. Venons-en à un autre domaine qui touche la direction de la santé, des affaires sociales et les communes également bien sûr, soit celui des structures d'accueil extrafamiliales. Les structures d'accueil fonctionnent à un rythme réduit depuis la fermeture des écoles. Le Conseil d'État a prévu dans son ordonnance cela jusqu'au 30 avril. Il va se prononcer prochainement sur la question de la réouverture. Concernant le domaine des allocations de perte de gains Covid-19, je souhaiterais vous donner les informations suivantes. Pour le canton de Fribourg, il existe plus de 30 caisses de compensation AVS. Elles ont reçu lors des 3 dernières semaines environ 5500 demandes pour des APG Covid. Toutefois, plus d'un tiers de ces demandes a dû être refusé puisque les demandeurs n'entraient pas dans le cercle des bénéficiaires des ayants droit selon l'ordonnance du Conseil fédéral. Hier, le Conseil fédéral, vous l'avez entendu, a adapté cette ordonnance sur les pertes de gains Covid-19. Une extension du droit aux allocations ainsi que des améliorations sont prévues pour les personnes suivantes. Les travailleurs indépendants qui n'ont alors pas dû fermer leur entreprise en raison des mesures ordonnées par les autorités, mais qui subissent une diminution de gains en raison de la stagnation générale de l'économie. On peut prendre par exemple les chauffeurs de taxi, les hôteliers, les photographes ou encore des professionnels de la santé comme les physiothérapeutes, ergothérapeutes. La condition est que le revenu de l'activité lucrative soumise à l'AVS
en 2019 soit supérieur à 10 000 francs, mais ne dépasse pas les 90 000 francs. Sont aussi concernés les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap s'il est au bénéfice d'un supplément pour soins intenses de l'AI ou s'il fréquente une école ou une institution de réadaptation spécialisée qui a dû être fermée en raison de la lutte contre la pandémie. Le droit peut être accordé aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans. Les indépendants touchés par une perte de gain due à l'annulation d'une manifestation, l'allocation pourra désormais être versée durant toute la durée des mesures officielles et ne sera plus limitée aux jours spécifiques où devait avoir lieu la manifestation, respectivement durant le temps de sa préparation. Les personnes qui sont d'avis qu'elles entrent nouvellement dans le cercle des bénéficiaires doivent s'adresser à leur caisse de compensation AVS. Toutefois, il est recommandé de consulter d'abord le site Internet de ces caisses car les nouveaux formulaires et les instructions en lien avec la modification de l'ordonnance ne seront disponibles qu'à partir de lundi 20 avril. Enfin, quelques mots sur la stratégie sanitaire du canton de Fribourg. Auch wenn wir eine Stabilisierung der Spitalaufenthalte feststellen, werden wir, so wie der Bundesrat, die Auswirkungen der Lockerungen genau beobachten. Nous ne baissons pas la garde et nous restons prêts à toute éventualité. La trentaine de lits de soins intensifs reste à disposition et pourrait être augmentée en cas de besoin. Par ailleurs, l'HFR, bien évidemment, garde sa capacité d'accueillir des patients Covid. En parallèle, la situation dans les EMS fait l'objet d'une attention toute particulière. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le directeur de la Sécurité et de la Justice. Merci, mesdames et messieurs. Prudence et responsabilité, tels pourraient être les mots-clés de la stratégie du Conseil d'État face à cette épidémie. Nous avons pris connaissance avec intérêt des décisions annoncées hier par le Conseil fédéral, des étapes d'assouplissement, reprise de l'activité économique progressive qui donneront le temps d'analyser leurs effets sur le plan sanitaire. Une stratégie qui touche tout particulièrement la vie économique de notre pays. Qui dit économie dit emploi, place de travail, salaire, pouvoir d'achat. Beaucoup de questions ouvertes aussi dans la communication du Conseil fédéral sur l'objectif sanitaire, sur l'usage ou non des masques, pour qui, par qui. Contradiction peut-être même sur la situation des enfants, une thématique qui méritera encore d'être clarifiée. Peuvent-ils, oui ou non, être malades, transmettre le virus ? Le conseiller fédéral Berset et l'OFSP ont indiqué hier qu'ils pouvaient reprendre l'école car n'étant pas directement visés par la maladie. Pourquoi dès lors ne pourraient-ils pas rencontrer leurs grands-parents ? Ce sont des questions naturellement que nous nous posons également comme la population. Monsieur Koch tout à l'heure a rappelé toutefois que par mesure de prudence, actuellement, la recommandation d'éviter le contact avec les grands-parents demeurait et il s'agit donc de la respecter. Il faut dire que la Suisse s'est habituée à vivre dans la certitude, à respecter ce qui est clair, ce qui est bien réglé. Et là, le coronavirus nous apprend à devoir gérer l'incertitude, ce qui n'était pas prévu, ce que nous ne comprenons pas, souvent avec plus de questions que de réponses. Et la crise doit, je crois, nous apprendre aussi la modestie. Alors que beaucoup d'internautes s'érigent en spécialistes sur les réseaux sociaux, les experts sont, eux, souvent dans le doute, dans le questionnement, osant dire en fait qu'ils ne savent pas ou ne savent pas tout, que les choses peuvent évoluer, changer, que ce qui est vrai aujourd'hui pourrait être démenti demain. La tâche du politique n'est donc pas aisée dans ce contexte et nous mesurons bien la gravité des décisions que nous devons prendre dans l'urgence qui plus est durant les dernières semaines. Un exercice difficile où la Suisse, et le canton de Fribourg en particulier, n'ont pas à rougir toutefois d'une gestion jugée appropriée jusqu'à ce jour. Conséquences et défis généraux pour le canton, eh bien, pour la première fois depuis le début de la crise Covid-19, la Confédération a pris des décisions anticipées qui ne s'appliquent pas immédiatement.
Ceci, naturellement, pour les cantons, pour les entreprises, pour la population, c'est appréciable car ça laisse le temps pour décliner ses décisions dans le terrain, dans ses propres domaines d'activité. C'est en particulier le cas, on va y revenir tout à l'heure, dans le domaine de l'enseignement obligatoire pour l'État, qui recommencera en présentiel le 11 mai prochain, dans le domaine des activités économiques et sociales, où l'État aura aussi un rôle d'application des décisions et un rôle de contrôle. Comme d'habitude dans cette crise, la Confédération prend des décisions de principe, elle les explicite par la suite, elle donne des exemples, des clarifications, elle ne peut pas entrer toujours dans tous les détails. Et des exemples très parlants, la Confédération mentionne la réouverture des salons de coiffure dès le 27 avril. Eh bien, hier, en fin d'après-midi, l'une de nos hotlines cantonales recevait déjà des appels d'entreprises de toilettage pour chiens pour savoir s'ils étaient assimilés, oui ou non, au salon de coiffure. Ce matin, à 8h01, un client potentiel nous demandait également si les salons érotiques allaient bien ouvrir le 27 avril prochain, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, en passant. Mais enfin, pour vous dire que nous devons faire face à ce genre de demandes. Et là, nous avons la chance de pouvoir compter sur des hotlines et sur un personnel aguerri et compétent. C'est évident que la Confédération ne peut pas tout régler. Et pour les cantons, c'est aussi important de se coordonner, d'éviter des pratiques divergentes ou contradictoires, notamment sur le plan roman. Et nous comptons donc ces prochains jours aussi sur les commentaires explicatifs qui doivent nous être fournis par la Confédération. Important de rappeler que les comportements individuels restent la barrière numéro 1 contre la propagation du virus, cela a été dit. Le message du Conseil fédéral hier était clair, le respect par chacune et chacun des règles d'hygiène, des mains, de la distanciation sociale, de l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes demeure pour les semaines, voire pour les mois à venir. Et c'est notre meilleure arme pour lutter contre le virus. Ces règles doivent continuer à être strictement respectées. Des mesures permettant le respect de ces règles devront être prises d'ailleurs dans les activités économiques nouvellement rouvertes dès le 27 avril. Et là où l'exercice de l'activité impose par définition de s'écarter d'une de ces règles, par exemple les coiffeurs pour la règle des 2 mètres, eh bien des mesures protectrices alternatives devront être mises en place, par exemple le port du masque. J'en appelle donc chaque fribourgeoise, chaque fribourgeois, continuez à respecter ces règles que vous avez dans l'ensemble si bien respectées jusqu'à présent. La police cantonale, d'ailleurs, continuera à appliquer strictement dans le terrain, jour après jour et sans réduire d'intensité, sa mission de prévention, de dissuasion et, si nécessaire, de répression des comportements inadéquats, avec bon sens, mais si nécessaire, avec un usage mesuré de la force. Tout n'est pas réglé ou planifié à ce stade. Les choses vont se décanter par étapes, pas à pas, avec possibilité aussi, il faut le dire, de revenir en arrière si la situation sanitaire devait sérieusement s'aggraver. Pas de date annoncée donc pour l'ouverture des restaurants, des bars, des discothèques, rien non plus sur les grandes manifestations. Et à ce stade, il est peu vraisemblable que les festivals ou autres grandes manifestations publiques prévues cet été dans notre canton puissent avoir lieu. D'autant que souvent, on le sait, les travaux préparatoires prennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des décisions donc lourdes en l'état, avec leur lot parfois d'incompréhension et de conséquences économiques et sociales. Idem aussi pour la distorsion de concurrence qui pourrait être générée par l'ouverture différenciée des commerces entre le 27 avril et le 11 mai prochain. Là, nous attendons également des précisions, voire des rectifications de la part du Conseil fédéral, parce que c'est important aussi que les règles du jeu soient claires et transparentes pour tout le monde. Nous vivons en fait une nouvelle étape dans la gestion de la crise. La stratégie d'allègement échelonné des mesures de restriction impose au niveau cantonal une gestion opérationnelle tout aussi intense et coordonnée qu'elle l'a été jusqu'à aujourd'hui. Et l'organe cantonal de conduite
a accompli maintenant depuis bientôt 2 mois, tout d'abord en phase de préparation, puis en phase de conduite, un travail remarquable. Et je tiens au nom du Conseil d'État à lui exprimer toute notre reconnaissance, que ce soit aux personnes responsables, mais aussi aux centaines de personnes qui œuvrent chaque jour au sein des différentes branches d'activité. L'OCC va naturellement poursuivre ses missions tout au long de la mise en œuvre de ces phases définies par le Conseil fédéral pour le moins jusqu'à la fin juin. Il conviendra de préparer à plus long terme, je dirais, un retour aux activités ordinaires, à la reprise de responsabilités traditionnelles par les différentes directions de l'État, et ceci devra se faire de manière concertée et coordonnée. Un mot aussi sur les forces d'appui. Pour définir les conséquences des décisions fédérales en matière de forces d'appui, je pense en particulier à l'armée, à la protection civile. S'agissant de l'armée, le Conseil fédéral a pris des décisions hier. La mobilisation partielle n'est pas encore levée. Les engagements sont prioritaires et il sera donné suite aux demandes des cantons. Les réserves, qui correspondent à environ 20% du personnel sanitaire mobilisé, pourront toutefois être libérés pour réintégrer la vie civile. Les personnes libérées devront pouvoir être rappelées le cas échéant dans les 24 heures si cela s'avérait nécessaire. Je précise aussi que l'armée a répondu aux demandes des cantons, respectivement aux demandes des hôpitaux. Donc les critiques adressées à l'armée sur la mobilisation, sur la mise à disposition de forces dans les cantons, dans les hôpitaux, tombent vraiment à faux, puisque l'armée a répondu précisément aux attentes qui ont été remontées. Je vous rappelle que nous attendions aussi de pouvoir compter sur un filet de sécurité bienvenu. Nous devions aussi anticiper, le cas échéant, un scénario à l'italienne. Et nous avons été très heureux de pouvoir compter dans le canton de Fribourg sur environ 120 personnes mises à disposition par l'armée. Toutefois, en tenant compte de l'évolution de la situation, le canton examine la situation, proposera la semaine prochaine une réduction de l'appui militaire au système sanitaire fribourgeois. S'agissant de la protection civile, il est clair également que la reprise progressive des activités économiques va rendre plus difficile la mobilisation, va accroître aussi la pression des employeurs. Nous ne sommes naturellement pas insensibles à cette problématique, tout en rappelant que les astreints PCI, au même titre que les soldats, sont mobilisés au profit de la protection de la population et pas simplement mis à disposition au bon vouloir des uns et des autres. Sur les 1200 personnes astreintes à la protection civile dans le canton, c'est environ 900 personnes qui, au total, seront mobilisées avec une disponibilité quotidienne variant entre 250 à 350 personnes. Et là aussi, dans un souci d'efficience, nous procédons également à une analyse continue des besoins, notamment avec les institutions qui en bénéficient, que ce soit le HFR ou les EMS du canton. Pour la police, l'école de police va pouvoir reprendre ses activités ordinaires dès le 5 mai prochain. Et je remercie l'ensemble du personnel de l'école de police qui a apporté sa contribution très appréciée jusqu'à ce jour. La formation va reprendre donc dès le 5 mai prochain dans l'objectif de pouvoir obtenir le brevet fédéral en fin d'année. Sinon, la police cantonale reste pleinement mobilisée dans le cadre de Covid. C'est environ 400 personnes qui prêtent leur secours actuellement, soit à l'OCC, soit à l'application des différentes ordonnances du Conseil fédéral dans le terrain. Terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le directeur de l'instruction publique, la culture et du sport. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, très brièvement, le Conseil fédéral a annoncé la reprise des écoles en enseignement présentiel de l'école obligatoire le 11 mai avec une décision définitive le 29 avril et du poste obligatoire, y compris le niveau tertiaire, le 8 juin, avec une décision définitive le 27 mai. Donc, un retour, entre guillemets, à la normale, un assouplissement étapé et soumis à de nombreuses conditions. Mais d'ici le 11 mai,
il y a un mois. Et vous pouvez bien imaginer que pendant ce mois, l'important pour la direction de l'instruction publique, c'est que ni les enfants, ni les parents, ni les enseignants baissent les bras en se disant, bien voilà, on reprend l'école le 11 mai, on a des grandes vacances de 4 semaines devant nous. L'enseignement à distance perdure, on le renforce, on l'améliore constamment, et toute l'équipe de la direction est effectivement à ce travail. Et j'invite donc les uns et les autres à poursuivre l'effort, même si l'enseignement à distance n'est pas le plus facile, bien entendu. L'école obligatoire, cela représente à peu près 40 000 élèves qui vont retrouver leur bâtiment, leurs bancs. Cela veut dire aussi tous les enseignants qui reprennent ce chemin, les parents qui vont les accompagner et tout le personnel administratif. Ça veut dire énormément de monde le 11 mai. S'il y a 40 000 enfants, leurs parents et toutes les autres personnes, j'imagine qu'on avoisine facilement la centaine de milliers de personnes directement touchées et impliquées, un tiers de notre population pratiquement. La déclaration hier du Conseil fédéral a été accompagnée de déclarations de M. Koch qui a dit, et vous l'avez certainement tous relevé, les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas porteurs, ils ne sont pas vecteurs de maladies, ils ne sont même pas infectés. Ça, je ne l'avais encore jamais entendu, c'était très fort. Et M. Koch, tout à l'heure, à sa conférence de presse, a précisé qu'il peut y avoir un ou l'autre enfant infecté par des parents, par exemple, mais que ça reste extrêmement peu et que cela permet de considérer de manière tout à fait valable une reprise de l'école. Pour nous, évidemment, il y a de nombreuses questions, je dirais presque plus de questions après la conférence de presse qu'avant, qu'il s'agira maintenant, et quand je dis nous, c'est évidemment toutes les directions de l'instruction publique de Suisse. Nous travaillons ensemble avec la conférence suisse des directeurs de l'instruction publique. Il s'agit donc d'aller rencontrer maintenant l'Office fédéral de la santé publique, le Conseil fédéral, pour être sûr de son analyse, ou plutôt pour fonder notre mise en œuvre de la reprise de l'école sur une base d'analyse sanitaire qui soit sûre et sur laquelle on puisse construire. Si ce sont vraiment aucun risque, s'il n'y a pas de vecteur de maladie auprès des enfants, on peut imaginer de nouveau des classes de 20-25 élèves comme nous les avons. Et le concept de protection que nous devons à ce moment mettre en œuvre concernera les adultes, concerneront évidemment les enseignants, les parents qui viennent, le personnel administratif, etc. Si ce n'est pas le cas, et qu'il y a encore à respecter des règles de distanciation sociale, on parle des 2 mètres, de l'hygiène, etc., évidemment que ça modifie significativement un retour à l'école obligatoire. Et cela, nous ne pouvons pas le dire maintenant. Donc on est vraiment dans l'impossibilité de pouvoir tout de suite donner l'image de ce que sera ce retour à la normale. De nombreuses questions que j'espère que nous pourrons lever et auxquelles nous aurons rapidement les réponses. La reprise de l'école obligatoire signifie les jeunes de 1 à 11 H, donc y compris les CO. Et il y a une différence entre les jeunes de l'école primaire qui vont à pied ou que les parents transportent à l'école et ceux qui sont dans les CO qui vont avec des bus et des transports publics. Là aussi, une sollicitation importante qui est celle de la disponibilité des moyens de transport. Lorsqu'il a été question de fermer les écoles, on s'était posé la question, mais on peut laisser les classes de plus petits ouvertes. On ne l'a pas fait, parce que précisément, tenir des distances de 2 mètres entre des enfants, imaginez la récréation, imaginez la salle de classe, vous avez tous et toutes des exemples en tête, ce n'est pas possible. Et ça ne le sera pas plus au moment du déconfinement. C'est vraiment pour nous la clé de voûte maintenant du travail que nous avons à faire ces prochains jours, en collaboration bien sûr avec la Confédération, et j'espère pouvoir donner ainsi des éléments plus concrets dans les prochains jours, mais dans l'immédiat, il y a cet élément de fond à lever. J'ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Directeur de l'économie et de l'emploi. Sehr geehrte Damen und Herren, dès le début de la crise du coronavirus, donc nous sommes partis du principe que la priorité des priorités était de préserver évidemment la santé des Fribourgeoises et des Fribourgeois. C'est évidemment aussi pourquoi le Conseil fédéral a choisi de mettre l'économie en quasi-confinement pour atteindre cet objectif. Vous savez aussi, des secteurs entiers sont à l'arrêt quasiment complet, comme le tourisme, la gastronomie, l'événementiel ou aussi les commerces de proximité.
Zur Stunde, und das sind eindrückliche Zahlen, zur Stunde sind knapp 27% der Bevölkerung, der Freiburger Bevölkerung, 27% auf Kurzarbeit. Das sind 46.000 Personen, meine Damen und Herren. Und die Zahl der Stellensuchenden ist seit dem 16. März von 7.900 auf 9.100 Personen angestiegen. Allein letzte Woche haben wir 400 Neuanmeldungen bei der Arbeitslosenversicherung gezählt. So etwas gab es noch nie und ich hoffe auch, dass es das nie mehr geben wird. Das Angebot an offenen Stellen ist komplett eingebrochen, daher sind die Perspektiven nicht gut. En termes macroéconomiques, les prévisions sont inquiétantes et même les scénarios les plus optimistes ont un goût amer. Vous l'avez peut-être vu, le Fonds monétaire international vient d'estimer que le PIB mondial reculerait de 3% en 2020 et que pour les pays industrialisés, cette chute serait encore plus brutale avec une baisse à 6,1%. Donc le PIB suisse passerait ainsi de 0,9% de croissance en 2019 à jusqu'à moins 6% cette année. Mesdames et messieurs, il est donc vital de veiller à ce que le confinement de notre économie ne dure pas un jour de plus que nécessaire. L'objectif, évidemment, est d'éviter d'aggraver les choses avec un remède qui deviendrait pire que le mal. Car au-delà, évidemment, de l'appauvrissement général qu'elle induit, une crise économique majeure entraîne son propre impact sanitaire aussi. Je pense donc que les décisions de la Confédération sont responsables et pertinentes, même si, je dois avouer, je ressens de la frustration concernant le secteur de la gastronomie. La branche est laissée dans l'incertitude alors qu'une réouverture des restaurants accompagnée de mesures de protection très strictes paraît réaliste. Je déplore évidemment aussi une certaine distorsion de la concurrence, ça a été dit, vis-à-vis des magasins et commerces non alimentaires, alors que les grandes surfaces pourront rouvrir tous leurs rayons, mais il semblerait que la Confédération va réexaminer les choses. Cela dit, nous devons effectivement redémarrer les moteurs, quitte à n'enclencher que la première vitesse pour l'instant. On a des bons signaux aussi dans le canton de Fribourg. Je permets de citer Libert et Cartier qui ont repris une partie de leur activité. Il s'agit d'être prêt à appuyer sur l'accélérateur dès que les conditions seront réunies pour le faire. À cet égard, j'aimerais aussi lancer un appel aux entreprises pour qu'elles engagent des apprentis pour la rentrée, pour la prochaine rentrée. Mesdames et messieurs, il faut assurer la relève, il faut offrir des perspectives aux jeunes. Nous ne voulons pas, dans le cadre de la formation professionnelle, une année blanche. Mesures de Soutien à l'économie. Ich möchte kurz auf die wirtschaftlichen Hilfen zu sprechen kommen, die im Rahmen der Covid-19-Krise bereits aufgestellt wurden. Umsetzung der Bundesmaßnahmen hat unser Amt für den Arbeitsmarkt knapp 6.000 Anträge auf Kurzarbeit in etwas mehr als einem Monat bearbeitet. Gewöhnlich sind es 30 pro Jahr, hier waren es 6.000. Bis heute hat die öffentliche Arbeitslosenkasse über 6 Millionen Franken an die Unternehmen ausgezahlt. Wir zahlen inzwischen jeden Tag rund 1 Million Franken an Kurzarbeitsentschädigungen aus, 1 Million Franken pro Tag. Und wie gesagt, von der Frau Präsidentin hat die KSVA etwa 5.500 Anträge um Erwerbsausfallentschädigung gestellt bekommen. Leider mussten, wie gesagt, 1/3 dieser Anträge abgelehnt werden. Le Conseil d'État il a débloqué le 18 mars une première enveloppe de 50 millions de francs pour les aides d'urgence. Avec ce moment, il a ensuite alloué 4,5 millions de francs pour la culture, 2,4 pour les aménagements fiscaux et puis 6 millions de francs pour le secteur du tourisme et puis aussi pour la culture, ce que j'ai déjà dit. Le Conseil d'État est conscient que les nouvelles mesures sont nécessaires, mesdames et messieurs. À l'heure actuelle, nous travaillons sur 3 axes. On voulait à tout prix attendre aussi les décisions, évidemment, de la Confédération. Il travaille sur les baux commerciaux. Donc là, il s'agit d'évaluer, je dis d'évaluer, la possibilité de diminuer les charges fixes des entreprises à travers un soutien pour les loyers, donc pour les entreprises et pour les indépendants. Deuxième volet, c'est le volet innovation. Donc une série d'aides ciblées pourrait venir soutenir les startups notamment. Et puis enfin, il faut le dire, le Conseil d'État réfléchit aussi à corriger une inégalité qui touche les dirigeants d'entreprises intégrés dans le périmètre de l'application des RHT. Donc cette fameuse différence entre 3 320 francs si vous touchez RHT et puis les 5 580 francs si vous touchez quasiment dans la même fonction de l'APG. Et puis le dernier point que je voudrais encore aborder de cette catégorie d'indépendants qui passait toujours entre les mailles du filet de soutien public parce qu'ils n'étaient touchés qu'indirectement par les mesures de restriction officielles. Par exemple, ça a été dit, chauffeurs taxi ou les physiothérapeutes.
Le Conseil fédéral, donc, il a fait un pas important hier, donc en accordant ces 1,3 milliard de francs pour leur donner aussi accès à l'allocation pour perte de gain. Nous saluons bien évidemment cette mesure qui était très attendue, qui permet une égalité de traitement sur le territoire national. Mais là encore, je peux vous dire, le Conseil d'État se réserve le droit d'intervenir de manière ponctuelle sur des cas spécifiques qui ne seraient malgré tout pas encore couverts. Je précise aussi que la mesure sur les baux commerciaux à laquelle nous réfléchissons les concernerait aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'enjeu actuel est de trouver le juste équilibre entre les enjeux de santé et ceux de l'économie. Au nom du Conseil d'État, je remercie l'ensemble des personnes qui s'engagent au quotidien sur le terrain dans la lutte contre le Covid-19. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Désormais, nous devons apprendre à vivre avec le Covid et ce, avec toute la prudence requise, sous peine de retour du bâton. Wir müssen mit dem Virus weiterleben. Ni vous toutes et tous, ni nous, membres du Conseil d'État, n'avons envie de retourner à la case départ. Mesdames et messieurs, c'est volontiers maintenant que nous répondons à vos questions. Monsieur Maradan. Ah, c'est bon, voilà. Une double question pour Monsieur Siegen. Il avait été dit qu'avant les vacances de Pâques, on serait sur la consolidation des acquis dans le cursus scolaire, mais qu'ensuite, on irait sur l'acquisition de nouvelles branches, de nouvelles informations. Est-ce que ça demeure? Et puis, si le secondaire 2 peut reprendre au début du mois de juin, est-ce que ça veut dire que la maturité, le bac, va pouvoir se dérouler plus ou moins normalement? Merci. Pour ce qui est de l'acquisition, on reste dans ce que nous avions annoncé. D'ailleurs, sans la nouvelle d'aujourd'hui, j'avais prévu de pouvoir vous présenter le contenu de l'enseignement à distance avec des nouveautés, avec de nouveaux apprentissages, comment cela se fait. Ça reste à faire prochainement, bien sûr. Cela a été préparé. Donc, cette phase aura lieu. Et comme j'ai dit, il y a pratiquement autant de temps devant nous que nous venons de le vivre en confinement. Donc, il y a évidemment de la matière qui sera transmise de cette manière. Et puis enfin, pour le S2, là, il y aura une information qui sera donnée en début mai par la CDIP qui est en travail sur ces éléments-là maintenant. D'autres questions? Oui, Monsieur Godel. Peut-être pour M. Siegen, quand vous parlez, vous disiez que le canton se gardait la possibilité de ne pas rouvrir les écoles s'il n'est pas convaincu par les arguments de la Confédération. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pourriez aller contre cette décision de rouvrir les écoles? Alors, je me suis peut-être mal exprimé, je n'ai pas dit qu'on pouvait aller contre, j'ai dit simplement que je n'imagine pas qu'on puisse ouvrir des écoles en demandant 2 mètres entre chaque élève. Donc, je pense que tout le monde peut réaliser ça et je suis convaincu que la chose est aussi bien comprise. C'est pour ça que la Confédération a précisé et va préciser, c'est la rencontre qu'on devrait avoir avec elle, sur ce qu'on entend sur les mesures sanitaires dans les écoles pour permettre cette reprise. On peut réfléchir en demi-classe, par exemple. Mais même des demi-classes, ça complique la vie, puisqu'il y aura une partie des élèves à la maison. Donc, on fera de l'enseignement présentiel avec eux, puis une partie à l'école où on fera de l'enseignement présentiel et non présentiel avec les autres. Donc, on aura en même temps les deux. Ça ne va pas favoriser l'organisation, puis ça ne va pas non plus, évidemment, aider l'organisation pour les parents. Donc, des solutions, il faudra en trouver, bien sûr, mais les dispositions les plus strictes qu'on a pu mentionner, elles sont à peine imaginables dans le domaine de l'école comme telle. D'autres questions? Oui, Monsieur Godel. Je me permets d'insister, ça veut dire que quand vous dites vous n'imaginez pas qu'on puisse faire respecter ces règles des 2 mètres dans les classes, donc elles ne seront pas respectées, donc vous prenez un risque sanitaire. Enfin, je n'ai pas bien compris, parce que vous exigez d'une part qu'il y ait des règles sanitaires strictes qui soient respectées, c'est le sens aussi du Conseil fédéral hier, et là on imagine que ça ne sera pas possible. Alors entre les élèves et les professeurs, peut-être c'est là les règles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'informations concrètes. J'ai bien compris que vous ne pouvez pas les donner tout de suite, mais là il y a quand même un gros doute qui subsiste.
Alors le doute subsiste chez moi, je fais partie des gens qui se posent beaucoup de questions. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait presque plus de questions après la conférence de presse du Conseil fédéral qu'avant. Oui, on n'a pas les réponses à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est une analyse sanitaire du point de vue de l'Office fédéral de la santé publique qui puisse nous dire sur leurs études, sur leur analyse, sur les contacts, sur les rencontres qu'ils ont faites avec des spécialistes. De tout cela, ils doivent sortir une synthèse sur laquelle on va pouvoir après nous s'appuyer pour construire cette mise en œuvre. Je prends un autre exemple qui vous mettra encore plus d'incertitude. Hier, dans la conférence de presse, il a été annoncé que c'était l'école obligatoire. Et puis on nous a dit que les enfants n'étaient pas infectés, ça posait aucun problème. Donc ça veut dire qu'on peut faire des classes de 20, 25, il n'y a plus de problème sous cet angle. Ok, là, j'ai pas de problème. Aujourd'hui, M. Daniel Koch, il précise, il y a quand même quelques enfants infectés, mais il pense qu'il n'y a pas de problème pour l'école primaire. Alors, je n'étais pas à sa conférence de presse directement, mais ma réponse, elle est immédiate. Et que se passe-t-il pour ceux qui sont au CO, alors, qui sont à l'école obligatoire, mais qui ne sont pas des tout-petits enfants? Est-ce qu'ils sont eux, ou ils deviennent porteurs de virus? À partir de quel âge? Est-ce qu'il faut faire des différences entre CO et école primaire? Toutes ces questions-là, je n'ai pas les réponses. Elles sont importantes. Et c'est le rôle maintenant de la CDIP d'aller, évidemment, éclaircir tous ces éléments pour avoir la bonne base sanitaire sur laquelle on va pouvoir construire. Monsieur Maradon. Une question pour Madame la Présidente ou pour Monsieur von Lanten, je ne sais pas. Le Conseil fédéral a dit que les hôpitaux pouvaient reprendre toutes les interventions dès le 27 avril. Comment ça va se passer à l'hôpital fribourgeois pour la reprise de tout ce qui est électif? Alors sur l'ordonnance, pour le moment, si vous lisez l'ordonnance qui a été donnée par le Conseil fédéral hier, c'est une partie des prestations. Et là aussi, il y a un complément d'information qui doit arriver de la Confédération jusqu'à cette ouverture au 27 avril. Mais l'hôpital est en train de se préparer à une reprise de l'activité. Mais évidemment, en parallèle, il garde une capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentée de lits en soins intensifs, mais aussi toute une partie de l'hôpital qui est affectée aux patients atteints du Covid. Aujourd'hui, on a 66 patients atteints du Covid. Il n'y a aucune raison de penser que ce chiffre va fortement diminuer, notamment avec les étapes qui vont s'ouvrir maintenant. Donc c'est toute une question d'organisation, mais volontiers, peut-être M. von Lanten, si vous voulez préciser. Merci. Je ne peux pas vous donner une réponse claire en ce moment parce que aussi nous, on est dans la planification. Ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, on parle beaucoup de retour à la normalité. Pour les hôpitaux, cette normalité ne va être pas la normalité avant le Covid de toute façon. Nous, on va être occupés avec cette crise au moins 2 ans, ou peut-être jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, un des deux. Pour la ouverture de l'hôpital, comme Madame la conseillère d'État a dit, aujourd'hui, on a 65 patients à l'hôpital avec le Covid. On croit que ça, c'est à peu près la base qu'on va toujours avoir. Et puis, il faut aussi gérer ça, il faut planifier pour ça. En même temps, par exemple, les consultations, vous connaissez les salles d'attente dans un hôpital ou chez les médecins. On ne peut plus faire comme ça. On ne peut plus mettre 30 patients dans une salle d'attente, par exemple. Alors nous, on est en train de planifier, regarder comment on peut recommencer avec les consultations et puis quand même respecter les mesures du social distancing aussi à l'hôpital. C'est clair, avec l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, ça pose des problèmes. Alors, si on parle de normalité, il faut dire que, par exemple, les soins intensifs, c'est toujours en surcharge. Alors là, ça, c'est une nouvelle normalité qu'avant, on a eu 12 lits, et puis aujourd'hui, dans cette normalité, on a quand même 13 patients. Et puis ça, c'est sans faire d'autres opérations qui ont besoin de soins intensifs. Alors, on va recommencer à faire d'autres prestations, mais c'est clair que ça ne va pas être d'une façon qu'à partir du 27 avril, là, on fait comme avant. Ça, c'est juste impossible, et puis ça va rester impossible. Et puis c'est pour ça qu'il nous faut encore du temps pour réfléchir et puis pour planifier comment on va faire. Oui, Monsieur Valeton.
Une question de M. Gaudiano de la RTS Radio qui s'adresse au directeur de l'économie. Est-ce que le Conseil d'État envisage une aide cantonale et spécifique pour les indépendants comme en Valais? Comme je l'avais dit, donc le Conseil d'État examine plusieurs variantes et puis il va trancher mardi prochain. Et puis je l'invite beaucoup à assister à notre conférence de presse de mercredi où je me ferai un plaisir de communiquer les décisions du Conseil d'État. D'autres questions? Oui, Monsieur Moreau. Ça marche, vous m'entendez? Ah ouais, super. Excusez-moi. Oui, par rapport aux commerces actuels qui ont de l'alimentaire, qui peuvent donc ouvrir pour leur rayon alimentaire, là, le Conseil fédéral a dit qu'il pourrait étendre aux autres articles, hein, si j'ai bien compris. Comment vous interprétez ça, par exemple, pour des magasins comme Manor ou Coop au centre à Fribourg, là, des magasins qui sont sur étage, ils peuvent tout ouvrir alors? Alors, je prends la question. Effectivement, dans la compréhension des communications de hier, le Conseil fédéral indiquait que pour les commerces alimentaires qui disposent d'autres rayonnages, d'autres activités, tout serait possiblement ouvert le 27 avril prochain. Et nous avons constaté là que ça créerait probablement une distorsion de concurrence avec les autres commerces qui ne pourront ouvrir que le 11 mai prochain. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Prenez l'exemple d'une boutique de mode actuellement, elle est fermée. Elle pourra ouvrir en principe que le 11 mai prochain. Par contre, les grandes surfaces pourraient, avec la décision du Conseil fédéral d'hier, grandes surfaces qui ont de l'alimentaire pourraient ouvrir tous leurs rayons et vendre donc des habits. Et là, nous estimons qu'il y a une distorsion de concurrence. Il y a déjà eu des retours donnés à la Confédération. Dans sa conférence de presse tout à l'heure, M. Koch disait que cette problématique allait être réexaminée et qu'il était possible que le 27 avril, finalement, tous les rayonnages ne puissent pas être ouverts. Donc, encore une fois, des questions ouvertes et des précisions que nous attendons de la part du Conseil fédéral. Et là, on aimerait que le Conseil fédéral puisse déterminer rapidement, parce qu'évidemment, si les cantons commencent à faire leur propre interprétation et qu'après coup, le Conseil fédéral vient quand même avec la sienne, on risque d'avoir des positions contradictoires. Et on aimerait éviter cette situation. Juste pour compléter ça, excusez-moi, mais apparemment c'est déjà un peu le cas actuellement. Certaines grandes surfaces interprètent de manière différente cette possibilité, je sais pas, pour les livres, pour les habits, effectivement. Est-ce que le canton n'a pas le pouvoir de dire maintenant ces magasins peuvent ouvrir ou pas, ou je sais pas, comme l'ensemble, Fribourg Centre, les galeries, ou pas, ou le contraire? Alors, en principe, toutes les thématiques traitées par le Conseil fédéral l'a rappelé, sont de compétence fédérale. Donc, les cantons n'ont pas possibilité, n'ont pas le droit de prendre des dispositions contraires aux décisions prises par le Conseil fédéral. Par contre, on était souvent dans la nuance et dans l'interprétation. Lorsque vous devez aller, et ça a été fait, via l'OCC, via la police cantonale, dans les rayonnages, commencer à sélectionner ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. On a dû avoir des contacts à de nombreuses reprises avec les grandes chaînes, précisément pour éviter ces distorsions de concurrence, puisque les petits magasins spécialisés étaient, eux, fermés. On souhaite éviter que les grandes surfaces profitent de la situation pour faire une concurrence qui n'était pas acceptable. Mais après, effectivement, c'est souvent dans le détail que se cache le diable. Et là, il y a eu un gros travail de suivi par l'organe cantonal de conduite, respectivement par la police cantonale. Mais on va continuer à le faire, en espérant toutefois que le Conseil fédéral précise la situation. Il eût été peut-être plus simple que l'ensemble des commerces puissent ouvrir à la même date, que ce soit le 27 avril ou le 11 mai, on aurait évité ces deux étapes qui pourraient être contradictoires. Monsieur Godel. Concernant les masques, vous avez dit, M. Siegen, que ça pourrait être une des mesures prises dans le cadre de l'ouverture des écoles. Dans ce cas, est-ce que le canton en a assez pour le personnel enseignant? Et puis peut-être la même question pour les magasins qui sont autorisés à la réouverture ou les échoppes de soins personnels, les instituts de beauté, je pense à ça. Est-ce qu'eux aussi devront se fournir eux-mêmes ou est-ce qu'il y a un stock dans le canton de Fribourg?
Je commence peut-être par répondre. On a effectivement un stock, mais qui est destiné aux institutions de santé, au personnel de soins. Pour ce qui, donc on a des commandes encore qui vont arriver. On a aussi entendu que la Confédération avait d'importantes commandes qui vont arriver. Pour ce qui concerne les professionnels, enfin les commerces qui vont ouvrir dès le 27 avril, il leur appartient d'élaborer par les associations un concept de protection qui sera effectivement assez simple selon les informations qu'on a, qui devrait être un concept des règles d'hygiène et de port de masque, et il appartiendra à ces associations de se fournir en masques eux-mêmes. Pour les écoles, je laisse la parole à monsieur. Pour les écoles, ça fait tout simplement partie des questions que nous posons et pour lesquelles je n'ai pas la réponse, tout simplement. Passer la parole encore à monsieur Biffra, le chef de l'OCC, peut-être qui est en charge de la gestion du stock des masques. Merci Madame la Présidente. Alors l'OCC peut répondre de la façon suivante. La centrale d'achat OCC de gestion de la logistique fera tout le nécessaire pour que chaque employé de l'État devant porter un masque selon les décisions à venir du Conseil fédéral ait son masque le moment venu. Pour ce qui est des institutions privées, respectivement du commerce, à l'heure actuelle, ce n'est pas cette centrale d'achat et de gestion logistique OCC qui est en charge d'approvisionner ces personnes. Merci. Oui, monsieur Moron. Petit complément par rapport à ce que vous avez dit là, donc les commerces, enfin les activités privées, si j'ai bien compris, c'est les fêtières qui ont la charge finalement de fournir le matériel. Qui va payer ces masques ? Alors, les fêtières ou les professionnels de la branche doivent élaborer ce concept. On sait qu'il y a déjà des fêtières qui se sont organisées pour des achats de masques, et les masques seront à leur charge. Monsieur Vallotton. Une deuxième question du journaliste de la RTS Radio, Fabrice Gaudiano, qui nous suit à distance. Question adressée au directeur de l'instruction publique concernant l'immunité des enfants. Si des parents ont des doutes, pourront-ils garder leurs enfants à la maison ? Alors l'école obligatoire est obligatoire et ce concept n'a pas changé avec le coronavirus. Donc si elle reprend, il y aura évidemment l'obligation de les amener. Et c'est la raison, je rappelle, pour laquelle nous avons besoin évidemment d'une information solide en termes d'analyse sanitaire du point de vue de la Confédération. D'autres questions ? Ça ne semble pas être le cas, donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.